Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 février 2025 et dans le menu de votre émission Actu Matin, j'ai rendez-vous avec le ministre conseiller à l'agriculture du chef de l'État, Sakakina Biogera. Avec lui, nous parlerons de la santé, de la politique agricole du Bénin, entre autres questions à poser au ministre conseiller. À quel niveau se trouve la modernisation de l'agriculture béninoise? Le Bénin enregistre aussi une avancée significative dans la lutte contre la corruption, selon le dernier rapport de Transparency International publié le 11 février 2025. Avec les débatteurs, nous parlerons des efforts entrepris par les autorités pour renforcer la transparence et lutter efficacement contre ce phénomène. Nous serons ce matin aussi avec William Cliquant dans sa rubrique Instant droit. Avec son invité au téléphone, il sera question du contentieux constitutionnel au Bénin quand un citoyen saisit la Cour contre une autre requête. Vous avez sans doute commenté plusieurs sujets de l'actualité cette semaine. Eh bien, Florence Bossa nous fera le résumé d'un moment à l'autre dans sa rubrique Actu sur le net. Et bien voilà pour vous le menu de cette émission du matin de ce jeudi. Chez vous à présent, la une des journaux. Ce que dit la presse ce jeudi 13 février 2025, on commence par le quotidien Fraternité. L'amélioration de l'indice de corruption montre que le pays devient plus crédible. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption salue la performance du Bénin. Direction générale de la SRTB, Angela Akerebourou Rabatel aux commandes. Les autres responsables du groupe de presse du service public aussi sont connus. Le communiqué de la HAC relatif aux organes de presse n'ayant pas une existence légale est à lire, bien entendu, dans les colonnes de journal Fraternité pour un accès sécurisé à l'avortement au Bénin. Dorami sensibilise pour sauver des vies. Avec Infomatin à présent, intervention publique des ministres conseillers, l'urgence d'un recadrage, ambiance délétère entre le Bénin et le Niger, les excuses publiques de Gédas Agonkor au Niger l'emportent au Bénin, dédommagement des populations affectées par les travaux du PAG, la procédure ouverte pour les retardataires. Ensuite, l'informateur à présent, infrastructure sportive, les stades de Paracourt et Renault Pleven bientôt construits. Progrès dans la lutte contre la corruption, des points pour Patrice Talon, diplomatie, l'ambassadeur à Goncan révoqué. Les vraies raisons sont à lire dans les colonnes du journal L'Informateur. L'événement du jour, basse et moyenne vallée de l'Ouémé, un projet lancé pour le développement des infrastructures agricoles et le désenclavement. Plus de 95 milliards de francs CFA investis dans 3 communes pour la promotion du riz, du maïs, du poisson et du maraîchage. Appel du ministre Gaston Dossoui aux acteurs du projet, promotion de la coopération et des échanges culturels, un mémorandum d'entente signé entre le Bénin et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et puis justement, Louis Gbéounou Vlavounou prend des engagements au nom du Parlement béninois. Libération des sites d'accueil, des projets du PAG, les personnes non encore dédommagées, invitées à faire les formalités subséquentes. Quotidien Le Contemporain, bien entendu, un conseil des ministres de ce mercredi 12 février 2025, des nominations dans 2 ministères, promotion culturelle, Bénin Tourisme et le port autonome de Cotonou, celle, un accord de partenariat, et puis la HAC, main de l'autre, justement, et puis un autre sujet à lire à la une du journal Le Quotidien, Le Contemporain, la LMB, ça facilite l'accès aux jeux et aux gains pour les parieurs. On retrouve notre quotidien à présent, Martin Libre, violence basée sur le genre au Bénin, des statistiques inquiétantes malgré les efforts, justement, forum bénino-tunisien du numérique sous le signe de l'innovation. Ensuite, entrepreneuriat africain, la fondation Tony Elomelou
autonomise 1000 jeunes, 6 millions de dollars bientôt investis grâce au partenariat avec les Émirats arabes unis. Et puis message de Kloubou, nous mon vie agbe aussi au peuple, boom agricole au Bénin, boom âgé, troisième partie, à lire dans les colonnes du journal Le Martin Libre, protection de la biodiversité, la phase 2 du projet BioDev 2032 lancé. L'économiste à présent, autonomisation de 1000 jeunes entrepreneurs africains supplémentaires. La fondation Tony Elumelu signe un accord aux Émirats arabes unis. Croissance économique en Afrique de l'Ouest. La vision stratégique 2030 occupe Abdoulaye Diop et Foya Simbi. La nation, le quotidien du service public, volaille au Bénin en jeu et mesures pour renforcer la production, développement des infrastructures agricoles, une révolution dans la vallée de l'Ouémé, stade de René Pleven et stade de Parakou, un autre pas vers la réalisation des ouvrages. Et puis Aïdj 2025, des mises en garde contre les irrégularités. Dynamise Info appelle à un autre mandat pour le chef de l'État Patrice Talon et les partis de la mouvance appelés à se démarquer de la pagaille. Présentation de vœux à des figures politiques influentes. L'ancien président Boniaï n'a rien perdu de son humilité. Code électoral et interdiction des meetings du parti Les Démocrates 2026 et l'opposition doublement pénalisée. Médias de service public, Angela Akerebourou aux commandes de la SRTB, récurrente interdiction de ces meetings. Le parti Les Démocrates dénonce une violation des libertés et met en garde. Et puis justement, décryptage info à présent, financement de l'énergie en Afrique. La Banque africaine de l'énergie dotée d'un capital de 120 milliards de dollars. Modernisation, expansion du port autonome de Cotonou, un accord de 60 milliards de francs CFA entre la BAD et le port autonome de Cotonou, signé coopération pour la gouvernance d'Andignamou échange avec bien entendu une délégation étrangère et puis conseil des ministres infrastructures sportives, le stade départemental Minisport de Paracourt et la reconstruction de René Pleven se précise. Et puis l'emblème du jour, vacances parlementaires et année préélectorale 2025. Brice Fagbemi, un député engagé au plus près des citoyens, construction de l'arène culturelle et deuxième phase du projet asphaltage à Porte-Nouveau. À quand le démarrage des travaux, s'interroge le journal. Les 4 vérités après avoir échappé à un scénario terrifiant qui aurait pu lui coûter la vie. Karim Da Silva, image à l'appui, fait des révélations sur un guet-apens politique mortel. Renforcement du dialogue interparlementaire en Afrique. Vlavonu participe à une importante réunion des présidents à Rabat. Et puis, meeting avorté du Parti Les Démocrates. Le maire d'Abomey Calavi se défend suite aux propos de Maître Adrien Rombedi. L'honorable Hassan Seibou fait des mises au point. On revient à présent au journal Fraternité pour finir. L'amélioration de l'indice de corruption montre que le pays devient plus crédible. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption salue la performance du Bénin. Direction générale de la SRTB, Angela Akerebourou, rabat-elle aux commandes. Les autres responsables du groupe de presse du service public sont aussi connus. Le communiqué de la HAC relatif aux organes de presse n'ayant pas une existence légale est à lire dans les colonnes du journal Fraternité. Et puis pour un accès sécurisé à l'avortement au Bénin, Dorami sensibilise pour sauver des vies. Voilà donc l'essentiel à retenir pour la une des journaux parus ce jeudi matin. On va retrouver à présent Florence Bossard pour le bulletin d'information. Dans le sommaire de votre bulletin d'information, Wilfried Léandre Rombedi égrène le chapelet des réalisations de la rupture à Savet.
Cantine scolaire, construction de l'hôpital et de la route ralliant la commune à Kétou sont revenus dans le bilan de PAG 2021-2026 tel que présenté par le porte-parole du gouvernement. Diverses autorités et populations riveraines ont assisté à cette séance de reddition de comptes conjointement animée avec deux membres du gouvernement. Ensuite, le gouvernement promet la mise en service du pont de Womé dans les tout prochains jours, le temps de refaire quelques travaux confortatifs. Message du ministre conseiller aux infrastructures face aux populations de ce quartier d'Abomey-Calavi. Jacques Ayadi en a profité pour effectuer une descente au niveau de l'échangeur de Goudomé. Florence Bossa, bonjour. Bonjour à vous Eric Guédénon, bonjour à tous. Le porte-parole du gouvernement va à la rencontre des populations, autorités communales et départementales dans la cité des Trois-Mamelles. Wilfried Léandre Ngbedi était pour la circonstance accompagné des ministres de l'eau, de l'enseignement supérieur. La rencontre a été l'occasion pour lui de faire l'inventaire des réalisations effectuées par l'exécutif dans la commune de Saveille. Maître Hélène Amoussou et Georges Vaudoun. Aujourd'hui, on peut quitter Saveille, aller à Kétou, aller à Porto Novo, on peut même faire Saveille-Cotonou en 3 heures. Vrai ou faux? C'était pas évident il y a 3 ans. En dehors des infrastructures routières, la cité des Trois-Mamelles a également bénéficié de nombreuses réalisations dans le cadre du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Désormais à Saveille, les problèmes d'accès à l'eau potable sont aussi conjugués au passé. Le problème d'eau est réglé dans les collines, c'est définitivement réglé. De 2 millions de mètres cubes de production d'eau avec Aedjoko, j'ai le bonheur de vous annoncer que l'avenant pour la réhabilitation de l'IFO, afin que 12 millions à 14 millions de millimètres cubes d'eau soient disponibles désormais, la contractualisation de l'avenant est devenue une réalité. Même si dans l'immédiat, on souffre de ne plus faire les choses comme avant, mais on voit tous les résultats. Les réalisations ici sont nombreuses. Que ce soit les routes, que ce soit l'hôpital, l'école, les cantines scolaires, l'eau. Et il a évoqué Aedjoko. Et l'IFO, ce n'est pas 2 millions de mètres cubes, c'est 14 millions de mètres cubes. Ce qui veut dire que les collines ici, et Saveille en particulier, vous allez devenir une des sources d'approvisionnement d'une bonne partie du pays en eau potable. 3 mois après son dernier passage, le porte-parole du gouvernement s'est à nouveau rendu à Saveille. En plus de la couche juvénile, les échanges cette fois-ci ont été élargis à bien d'autres acteurs. Devant des cadres, les membres du conseil communal ainsi que plusieurs personnalités politiques et administratives, Wilfried Léandre Ngbedi a dressé la liste des divers projets exécutés dans la ville pour le bien-être des populations. Loin d'être exhaustif, l'inventaire présenté a pris en compte les actions réalisées presque dans tous les secteurs. Je tiens donc au nom de toute la population de Saveille à exprimer notre profonde gratitude au chef de l'État. Notre commune vit en effet actuellement une importante transformation. Rassurant l'assistance de la poursuite de l'œuvre de construction du pays, le conférencier a aussi apporté des réponses aux préoccupations posées par les invités à cette rencontre. Partis de la salle de conférence de l'hôtel de ville plus renseignés, tous en savent davantage dorénavant sur ce qui a changé dans leur localité ces dernières années. De son côté, le principal parti d'opposition, les démocrates, réagit aux interdictions de leur activité en conférence de presse ce mardi 11 février 2025 au siège national à Cotonou. Les responsables du parti ont dénoncé la violation des libertés en lien avec les actions empêchant la tenue de manifestations locales dans plusieurs localités. Ils sont revenus sur les cas de Malanville, Waké et Abomey-Calavi. Leur déclaration a été lue par le député Kola Olejima Ogbon. Voici un extrait. Le Bénin est un et il est le même pour tous. Il n'y a pas un Bénin pour l'UP le renouveau, un Bénin pour BR et un autre Bénin pour les démocrates. La constitution révisée de novembre 2019, la charte des partis politiques et le statut de l'opposition autorisent-ils un maire à interdire une manifestation d'un parti politique régulièrement constitué? Conformément à la charte des partis politiques, le Parti des démocrates est un parti régulièrement constitué. Il a reçu, le 22 décembre 2020, son récépissé définitif d'existence légale
et est aujourd'hui crédité de 28 députés qui siègent à l'Assemblée nationale. La Constitution dispose que les partis politiques concourent à l'expression du suffrage et animent la vie politique. Comment concourir à l'expression du suffrage lorsqu'on est empêché d'entrer en contact avec les populations et les militants? À ce propos, les autorités judiciaires devraient se saisir de cette violation publique de la Constitution notoirement constitutive de troubles à l'ordre public. C'est plutôt inacceptable selon Nourenou Achadé, le président du groupe parlementaire Les Démocrates. Il appelle à respecter les droits de la démocratie. Le président Patrice Talon doit pouvoir situer son peuple, doit pouvoir situer le Béninois. Sommes-nous en démocratie? Respectons les droits de la démocratie. Ce n'est pas à un maire de dire à un député s'il doit faire reddition de compte ou s'il ne doit pas faire reddition de compte. Moi, ça fait ma 3e mandature. C'est la première fois que j'adresse même une correspondance à un maire pour faire une reddition de compte. Et ça dit que si le maire ne veut pas, je ne dois plus mettre pied sur mon terrain. C'est inadmissible. En tant qu'acteur politique, c'est inacceptable. Inacceptable et impossible. Dans un autre registre, à présent, à la tête d'une délégation, le ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie était sur le pont de Womé ce mardi 11 février 2025. La construction de ce pont a été déjà finalisée depuis bien des mois, mais l'ouvrage n'a pas encore mis en service. L'émissaire du gouvernement est donc venu pour écouter les populations et les rassurer quant au complément de travaux à faire à la demande des populations elles-mêmes. Virgile Arodéon. Dans le rang des populations de Womé ce mardi, la joie d'accueillir le ministre conseiller Jacques Ayadi et sa délégation. Mais cette joie apparente cache bien un sentiment d'impatience. La population n'est pas encore entièrement satisfaite parce que ce 3e pont sur lequel nous sommes juste là n'est pas encore mis en service. Nous les supplions de nous ouvrir le pont. Cette descente du ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie est consécutive à celle du ministre José Tonato il y a quelques mois. À cette occasion-là, les populations avaient émis des doléances relatives à l'aménagement des voies d'accès au pont et à la réalisation des ouvrages d'assainissement. Sur instruction du chef de l'État, Jacques Ayadi est donc venu rassurer les populations. Je vous ai écouté et j'ai vu que ces préoccupations ne sont pas nouvelles. C'est des préoccupations qui sont déjà portées à l'attention du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement et qui sont déjà prises en compte, à savoir l'aménagement des 2 accès à l'ouvrage, ainsi que l'assainissement de ces routes-là. Les caniveaux qu'on va faire ne sont pas destinés à assainir la zone, mais à empêcher que les eaux qui sont collectées par la route envahissent les maisons. Pour améliorer la qualité du projet en lien avec les doléances formulées par les populations, la CIRAT avait déjà retenu de faire un avenant au marché de la société Sogia Satom. En attendant que le gouvernement donne le top des travaux, Jacques Ayadi promet de négocier et d'obtenir l'ouverture provisoire de l'ouvrage aux populations, mais à condition que des dispositions soient prises pour en restreindre l'accès aux poids lourds. Avant de descendre sur le pont de Womé, le ministre conseiller Jacques Ayadi a fait un arrêt à l'échangeur de Godomé. L'ouvrage est l'objet piège de camions, conséquence du démantèlement des politiques de limitation de hauteur. Cet état de choses ne réserve aucun avenir à l'ouvrage sur lequel on note déjà des arrachements. Face à cette situation, Jacques Ayadi a appelé à la réalisation urgente des politiques et au renforcement des mesures de contrôle à l'endroit notamment des poids lourds. On l'écoute. Ce que j'ai constaté ici, c'est un problème d'incivisme. Il faut qu'on soit clair là-dessus, parce que quand on a réalisé cet ouvrage,
nous avons fait des portiques de limitation de hauteur, de part et d'autre. Mais on a constaté que les gros porteurs s'organisent pour démanteler ces portiques-là de nuit. Ils démantèlent, on reprend, ils démantèlent, on reprend. Nous avons la chance que le préfet est là. On va lui demander de nous aider parce que je vais vous demander, sur instruction de la CIRAT, à nous faire en toute camaraderie ces deux traverses-là pour que les camions de plus de 4,5 mètres de hauteur ne puissent plus dépasser les deux portiques. Parce que si ça avait été respecté, nous ne serons pas en train de voir ce désordre qui se passe au niveau de l'ouvrage, qui risque d'emporter l'ouvrage. Si vous regardez bien, c'est que progressivement, une travée entière peut partir. Et si une travée part, c'est que la voie est coupée. Et c'est une route nationale interrégionale. On ne peut pas se donner ce luxe-là. Et je vais demander à la CIRAT de rendre compte de la situation pour que nous puissions missionner un cabinet pour venir faire l'auscultation de l'ouvrage. Parce que les dégâts qui sont là, nous ne savons pas encore jusqu'à quel point ils ont endommagé l'ouvrage. Il ne faut pas qu'on soit surpris un matin. Eric, c'est la fin du bulletin d'information. Merci à vous, Florence Bossard. On va se retrouver tout à l'heure pour Actu sur le net, commenté justement par, je dirais, des Béninois sur les réseaux sociaux. Ça va être d'un moment à l'autre. Merci à vous, Florence Bossard. À tout à l'heure. On va retrouver Candido Rourinto pour la rubrique sport. Candide Rourinto, bonjour. Eric, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. Nous sommes avec vous dans la rubrique sport, au menu justement de Sport Matin ce jeudi, essentiellement football. Et puis on commence par l'UEFA Champions League. Les matchs de barrage allaient en pris fin hier. Atlanta, Bergame s'est incliné devant le club Brugge. Oui, c'est bien cela, Eric. Cette défaite de l'équipe de l'Atalanta Bergame face à celle du club Brugge est l'une des surprises parmi les 4 matchs disputés hier en clôture à cette manche aller des barrages justement des huitièmes de finale de l'UEFA Champions League. Pour ce qui est de cette équipe, alors que cette équipe italienne championne en titre de Ligue Europa favori, dans cette explication, le déroulé de la rencontre a affiché une autre réalité. À la 15e minute de jeu, le club Bruges ouvre le score justement avant l'égalisation à la 4e minute à la fin, justement à 4 minutes de la fin de la première période. Au retour des vestiaires, les deux équipes livrent une deuxième période de haute facture avant que les locaux n'obtiennent un penalty dans les derniers instants de la rencontre, penalty transformé justement par le club Brugge qui remporte la manche aller devant l'Atalanta Bergame qui devra redoubler d'ardeur au cours de la manche retour afin d'espérer passer l'étape des barrages. Rendez-vous dans une semaine pour le match retour entre les deux équipes. Pour les autres résultats, le Bayern de Munich arrache une difficile victoire de son déplacement justement sur le terrain du Celtic Glasgow. Bien assez robuste et ambitieux. Et déjà dès la première minute de jeu, les locaux ont fait trembler les filets de Manuel Neuer, qui sera invalidé par la suite pour position très avancée, pour ne pas dire un hors-jeu. Après une première période tendue entre les deux équipes, le club allemand va inscrire son but, sinon va ouvrir le score à la 45e minute grâce à Michael Olise avant de doubler la mise 4 minutes plus tard par l'entremise de Harry Kane. Après donc de nombreuses offensives audacieuses, Celtic Glasgow va réduire le score à la 69e minute de jeu. Il aura fallu un Manuel Neuer des grands soirs pour empêcher les locaux de remettre les pendules à l'heure avant la fin de la rencontre grâce à ses arrêts décisifs en fin de partie. Score final 2-1 en faveur du Bayern de Munich. Par ailleurs, à domicile, le Feyenoord s'est imposé par un score d'1-0 à l'AC Milan. Et de son côté, l'AS Monaco n'a pu rien faire devant son public face au Benfica de Lisbonne qui s'impose par un score d'1-0. Ainsi donc pour les 8 différentes rencontres disputées pour le compte de ces matchs de barrage aller de la Ligue des Champions. Pas de résultat nul, pour ne pas dire pas de match nul. 8 victoires sur 8 différents matchs disputés, dont 5 à l'extérieur et 3 victoires à domicile. Rendez-vous dans une semaine
notamment mardi et mercredi prochain pour la manche retour de ces barrages justement pour les huitièmes de finale de l'UEFA Champions League, Eric. Absolument. Et puis, contrairement à la Ligue des Champions où la manche allait a pris fin ce mercredi, en Europa League, c'est ce jeudi que se jouent les matchs de barrage aller pour la huitième de finale. Évidemment, un total de 8 différentes rencontres à suivre. Vous allez le voir sur le tableau, justement. L'équipe de Ferencvaros va en découdre avec celle justement de Victoria Plzeň de la Roumanie. Union SG sera l'adversaire de l'Ajax Amsterdam. Le FC Midtjylland va affronter l'équipe de la Real Sociedad. Le FC Porto sera face à l'équipe de l'AS Roma. Twente offre son hospitalité à Bodo Glimt. Et puis l'équipe de Fenerbahçe va en découdre avec Anderlecht. Puis PAOK va croiser les crampons avec l'équipe du FC Bucarest de la Roumanie. AZ Alkmaar va disputer les unités avec l'équipe de la Galatasaray de Victor Osimhen. Restons en Europe, précisément en Espagne maintenant pour parler de la Coupe du Roi. Le verdict des demi-finales est tombé hier pour cette édition de la Coupe du Roi, pour ne pas dire de la Copa del Rey. Barça, Atlético, Real Sociedad, Real Madrid sont les deux affiches du Caridas en Coupe du Roi cette saison. Deux différents classiques à suivre justement. D'abord, le choc entre l'UFC Barcelone et l'Atlético de Madrid sera face à un Real Madrid qui s'annonce assez électrique. De l'autre côté, un Real Madrid sera face à une Real Sociedad assez ambitieuse. Les matchs allés sont prévus pour les 26 et 27 février 2025 et le retour les 2 et 3 avril prochains. Quelles sont les deux équipes qui vont obtenir le 2 billets de la finale de la Coupe du Roi sur les 4 équipes qualifiées, sinon les 4 équipes du Caridas, 8 and 6. Allez, on vient sur le continent maintenant. Les différents pays qualifiés, respectivement pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans et pour la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, seront fixés ce jeudi pour justement la phase des groupes des deux compétitions. La fêtière du football africain a annoncé lundi que le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans 2025 se tiendra ce jeudi 13 février au siège de la CAF au Caire en Égypte, ce qui permettra aux 13 différentes nations qualifiées de prendre connaissance de la composition de leurs différents groupes pour la phase finale prévue se tenir en Côte d'Ivoire du 26 avril au 18 mai 2025. Les 13 équipes en lice pour la CAN U20 2025 sont bien entendu la Côte d'Ivoire, pays hôte, la République démocratique du Congo, l'Égypte, le Ghana, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, la Tanzanie et puis le représentant de la zone UNIFAC 2 et la Zambie. Il est à noter que le deuxième représentant de la zone UNIFAC n'a pas encore été désigné en raison de la suspension de la République du Congo-Brazzaville par la fêtière du football international, la FIFA. Toutefois, l'équipe qui représentera cette zone sera intégrée dans le pot 1 niveau 2 aux côtés de l'Égypte et de la Zambie. Pour le tirage au sort, les équipes seront réparties en 3 groupes. Le groupe A sera composé de 5 équipes et puis le groupe B et les groupes B et C seront composés de 4 différentes équipes. Chacun en tant que pays hôte, la Côte d'Ivoire sera automatiquement placé en position A1 dans le groupe A. Le Sénégal, tenant du titre, occupera la position C1, tandis que le Nigeria, médaille de bronze en 2023, sera aligné, sinon sera assigné à la position B1. Les autres équipes seront réparties en fonction de leur performance lors de l'édition précédente de la CAN U20 en 2023. Il faut dire que la CAN U20 2025 ne se limite pas seulement à la quête du titre continental. En effet, les 4 meilleures équipes à l'issue de la compétition vont obtenir le billet pour la Coupe du Monde U20 et de la FIFA 2025 prévue se tenir au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025. En ce qui concerne le tirage au sort des moins de 17 ans, Eric, retenez que justement le tirage aussi va se dérouler ce jeudi. Il faut noter que pour cette édition, le tournoi est élargi à 16 différentes équipes et se déroulera du 30 mars au 19 avril 2025. Ensuite, la CAF fera ce jeudi le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations féminines
futsal de la CAF. Évidemment, le tirage au sort de la toute première édition d'ailleurs de la Coupe d'Afrique des Nations féminines de futsal de la Confédération africaine de football Maroc 2025 se fera aussi ce jeudi 13 février 2025 au siège de la CAF au Caire en Égypte. Tirage à l'issue duquel les différentes nations qui seront sur la ligne de départ de cette compétition historique qui se tiendra du 22 au 30 avril 2025 seront fixées. Elles seront au total 9 sélections féminines de futsal du continent africain à se mesurer pour le Graal de la compétition. L'enjeu ici, c'est la qualification pour la Coupe du Monde féminine de futsal de la FIFA 2025. Cette première édition d'ailleurs de la Coupe d'Afrique des Nations féminine de futsal servira également de tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde féminine de futsal de la FIFA 2025 prévue se tenir aux Philippines du 21 novembre au 7 décembre 2025. 2 nations africaines obtiendront leur billet pour cette compétition mondiale qui va rassembler 16 différentes nations. Rappelons très rapidement que les pays qualifiés pour cette échéance de futsal sont entre autres justement le Maroc, pays hôte de la compétition, l'Angola, le Cameroun, l'Égypte, la Guinée, l'équipe du Madagascar, celle de la Namibie, du Sénégal et puis de la Tanzanie. Les 9 équipes qui seront sur la ligne de départ seront réparties en 3 groupes de 3 équipes chacun. Et pour finir, Candide, dans le cadre de la préparation des éliminatoires du mondial féminin 2025 des moins de 17 ans, les Amazones du Bénin livrent ce matin un match test contre une équipe de première division féminine du Bénin. Oui, les filles de la sélectionneur Ida Azonsou défient ce matin celle de Dynamique FC d'Abomey Calavi, actuel 3e au classement dans la poule A. Ceci en prélude justement à la préparation de la double confrontation avec leurs homologues de la République démocratique du Congo, prévue se tenir au mois de mars prochain dans le cadre du 2e tour de ces éliminatoires du mondial féminin 2025. Un premier match test qui intervient au 4e jour de stage des Amazones U17. La rencontre va se dérouler sur les installations du centre d'excellence de Misrété à partir de 9h. Il faut dire qu'hier, mercredi, 3e jour de stage, la sélection cadette du Bénin a tenu sa 4e séance d'entraînement en matinée. Après donc ce premier match test qui va se jouer dans plus d'1 heure de temps, le stage de préparation se poursuivra tout au long de la semaine avec plusieurs autres oppositions à venir. Toujours parlant de la préparation des Amazones U17, elles étaient au total 26 joueuses du championnat local ayant débuté le stage, mais la préparation va se poursuivre désormais avec 25 joueuses puisque la capitaine Armande Bocor, vous allez le voir sur l'image, qui va venir s'être gravement blessée à l'entraînement le mardi. La jeune défenseur donc souffre de multiples fractures au tibia, une blessure qui nécessite une intervention chirurgicale. Et selon les informations relayées sur les canaux digitaux de la Fédération béninoise de football, la fêtière du football donc du Bénin est actuellement à pied d'œuvre pour assurer sa prise en charge complète. On va finir avec cette information en bref, Eric, rapidement. La Ligue 3 masculine avec à la clé la 9e et dernière journée de la phase aller qui a démarré hier pour les équipes de la poule A4. Différents matchs ont été joués ce mercredi à Calavi. CFS a été contraint au partage de points à domicile par Ainovi FC au bout d'un score nul et vierge. Abisport s'est incliné devant Ewedia FC sur un score de 0 but contre un score nul d'un but partout entre Assos et Talon Football Club, puis victoire 1-0 de la jeunesse athlétique de Misrété devant la jeunesse sportive de la Vallée. Avant le dernier match qui va opposer à 16h ce jeudi Tambou FC d'Adjara à l'équipe de Djefa Football Club sur les installations du stade Omnisport d'Avrancourt. Le classement est toujours dominé par l'équipe de la jeunesse sportive de la Vallée avec un total de 15 points au compteur, un goal différentiel de plus 5. Ewedia Football Club vient en 2e position avec 14 points au compteur, même nombre de points au compteur pour Djefa Football Club qui a une victoire cet après-midi pourrait le positionner directement à la première place au classement. Tambou FC d'Adjara est positionné 4e au classement, Talon Football Club 5e, Ainovi FC 6e, CFS 7e, la jeunesse athlétique de Misrété 8e, l'avant-dernière place pour Abisport. Et puis la lanterne rouge est gardée par l'équipe de la Sauce. Allez, ça sera tout pour ce matin. Merci à vous, Candide Rourinto, pour la rubrique sport. On se retrouve demain pour d'autres informations
sportive. Après vous, je serai avec mon invité, le ministre conseiller à l'agriculture du chef de l'État, M. Sakakinan Biogera. Avec lui, nous parlerons de la santé, de la politique agricole du Bénin et puis bien d'autres questions, justement, pour savoir comment se porte notre agriculture. Instant invité à présent. Il est le ministre conseiller à l'agriculture du chef de l'État, M. Sakakinan Biogera. Bonjour. Bonjour, M. Eric. Comment allez-vous ce matin? On rend grâce à Dieu. Merci d'être avec nous ce matin. Que le très haut miséricordieux soit davantage remercié. Absolument. Allez, après quelques semaines d'exercice de la fonction de ministre conseiller, comment appréhendez-vous cette mission républicaine? Merci beaucoup, M. Eric, de l'honneur que vous me faites en m'invitant ce matin. Malgré les emplois du temps chargés, étant donné que être ministre conseiller, c'est être un ministre de terrain. Absolument. La fonction principale, c'est la fonction politique. Donc, à l'entame, déjà, je voudrais vous remercier et remercier également vos téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous suivent. Également, remercier tous vos personnels qui travaillent inlassablement chaque jour pour davantage le rayonnement de notre cher pays. Donc, vous avez posé la question de savoir, après quelques semaines, comment nous percevons cette mission républicaine. Nous percevons cette mission comme un véritable honneur et surtout une grande responsabilité. En tant que ministre conseiller, surtout de l'agriculture, ça c'est mon domaine, ma mission consiste surtout à appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de sa politique dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, en apportant nos expertises stratégiques, sans oublier d'être à l'écoute des acteurs du secteur. Et cette fonction également nous amène à travailler en étroite collaboration avec le ministère de tutelle. Il y a le ministre conseiller, il y a le ministère de tutelle, également dans la mise en œuvre des politiques, garantir les politiques sectorielles dans lesquelles ils sont. Est-ce que ces politiques-là sont efficaces ou adaptées au niveau du terrain? Donc, en quelques mots, M. Eric, c'est une mission essentielle pour le développement durable de notre agriculture et la résilience face au changement climatique dans lequel nous sommes. Vous avez aussi évoqué un aspect politique tout à l'heure. Il faut être sur le terrain, donner le discours politique du gouvernement. Bon, vous savez, quand le chef de l'État nous a reçus, il nous a donné nos missions. Nous sommes allés chercher, par exemple, lors d'une conférence que vous avez eue avec lui en février 2024, je pense au palais de la présidence, où il disait qu'il est impératif que ceux qui ont la tête dans le guidon, et qui travaillent aient besoin des conseillers qui portent la même vision que ceux qui ont la tête dans le guidon, qui connaissent les réalités du terrain et qui peuvent apporter les recommandations sans avoir la tête dans le guidon. Donc, quelque part, c'est pourquoi je disais, nous sommes là, nous sommes en ce sens non seulement un collaborateur du chef de l'État, mais également un collaborateur de nos ministres sectoriels, de vos ministres, pour lesquels nous avons des relations de collégialité. C'est ça. Voilà, monsieur. D'accord. Allez, depuis votre installation, quelles sont les activités que vous avez déjà menées? Descente sur le terrain, échange avec les acteurs du monde agricole, feuille de route? Merci beaucoup, monsieur Eric. C'est vrai, vous avez bien fait de le dire et je l'avais déjà annoncé à l'entame. Nous sommes continuellement sur le terrain. Depuis notre installation, nous, principalement, en ce qui nous concerne, nous avons effectué plusieurs descentes sur le terrain dans les différentes régions agricoles. Nous sommes allés au contact des producteurs et des acteurs de la filière du monde agricole. Nous avons échangé sur les défis qu'ils ont au quotidien, les défis. Nous avons essayé de réfléchir ensemble pour voir quelles étaient les solutions qui étaient disponibles, qui étaient là, mais dont ils n'avaient pas connaissance.
À cette visite également, nous étions dans les usines d'ébènage de coton, parce que lors de notre tournée, nous avons eu vent des informations qu'il y avait des mécontentements au niveau des transporteurs. Il y avait un projet de marche contre les agents de conditionnement. Et donc, nous sommes allés nous enquérir et finalement, tout est rentré dans l'ordre. C'est ça notre mission. Donc, c'est important d'aller à l'écoute, d'être à l'écoute des acteurs. Absolument, et ça peut désarmorcer ce genre de préoccupations. Absolument. Donc, vous avez parlé tantôt de feuille de route. C'est vrai, il y a une feuille de route qui a été élaborée. La feuille de route, elle est axée sur l'amélioration de l'accès au financement, donner au monde agricole les informations dont il n'avait pas, comme je l'ai dit, par exemple la formation et la sensibilisation des producteurs sur des itinéraires techniques, sur l'utilisation des intrants qu'on met à leur disposition. Et tout ça, ça fait partie des éléments dans notre programmation. Au fur et à mesure que nous irons dans les régions, nous allons leur donner ces informations. Alors, ceux que vous avez rencontrés, vous ont vraiment donné le sentiment que, au plan de l'agriculture, ils sont bien contents, bien heureux de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays? Absolument. Vous faites bien de poser la question, monsieur Léry. La question, elle a plusieurs sens. Donc, ça appelle à plusieurs réponses possibles. Depuis notre nomination déjà, le fait que ce soit nous qui avons été cooptés, quelque part a un peu apaisé le monde rural. C'est ça. Je viens moi-même d'une famille agricole. Okay. Je suis le fils d'un agriculteur qui a été par le passé également ministre de l'Agriculture comme par hasard et qui a conduit les destinées de ce pays à d'autres fonctions au niveau du Parlement. C'est ça. Le fait de m'avoir coopté dans cette fonction, non seulement je disais à rassurer les populations, mais également je suis moi-même agriculteur. C'est vrai, avant d'être nommé ministre conseiller à l'agriculture, j'étais chef d'arrondissement, chef village, comme j'aime bien m'appeler. Toutes les spéculations qu'il y avait sur le terrain, j'en faisais. Autant le maïs que le coton, que le soja, j'en faisais. Et donc, ça fait déjà une partie de soulagement auprès de ce monde agricole, de pouvoir voir que voilà quelqu'un qui leur ressemble, à qui on l'a donné le secteur. Voilà, et on lui a donné tous les rudiments afin qu'à leur niveau, ils soient un peu satisfaits. L'autre chose que vous avez demandé, c'est par rapport aux autres. Bon, vous savez, on ne peut pas être content. Tout le monde n'est pas content. C'est ça. Il y a une partie aussi de ces populations, de ces agriculteurs, ces acteurs qui ne sont pas contents parce qu'ils estiment que je viens d'arriver un peu tard où j'étais. C'est ça. Quand ils étaient en train, en griffe, de souffrir, mais ce n'est pas tout à fait une souffrance, ils n'avaient pas quelqu'un qui avait l'oreille de tout ce qu'ils disaient. Parce que moi, je me définis comme un ministre conseiller, certes, collaborateur du chef de l'État. Quand je suis allé maintes fois sur le terrain, je leur disais que je suis l'œil du chef de l'État, les oreilles du chef de l'État, et quand ils vont parler, je serai la bouche du chef de l'État afin de lui rapporter ce qu'ils ont dit. Et le message est direct. Voilà. Allez. 9 ans après la mise en œuvre de sa politique au plan agricole, quelles sont actuellement les priorités du ministère de l'Agriculture? Merci beaucoup. Là, on rentre dans le fond du sujet. Allons dans le fond du sujet. C'est pas tout à fait difficile. Nous avons essayé. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on ne va pas aller dans le détail. Monsieur Eric, lorsque vous serez davantage disponible, nous allons revenir pour faire. Nous aurons d'autres espaces, pourquoi pas, d'émissions pour discuter après 9 années de mise en œuvre de la politique agricole, les priorités actuelles du ministère, il y en a, je vais passer sur quelques-uns. Les plus importantes. Tout d'abord, nous poursuivons la modernisation de notre agriculture avec un focus particulier sur l'introduction des technologies modernes agricoles et l'amélioration des infrastructures rurales. Également, nous avons l'amélioration de la résilience du secteur face au changement climatique avec des stratégies pour lutter contre les sécheresses et les autres catastrophes dont sont victimes les agriculteurs.
Nous mettons également un accent particulier sur l'agriculture durable, notamment en soutenant l'agriculture biologique et l'utilisation d'engrais écologiques. Monsieur Eric, il y a aussi la question de la sécurité alimentaire qui est une priorité du chef de l'État, du président Patrice Talon. Et à travers cette sécurité alimentaire, il y a des projets qui visent à accroître l'autosuffisance alimentaire. Vous avez vu, peut-être par hasard, je vais peut-être revenir là-dessus. Tout à l'heure, quand j'étais dans la salle d'attente, je suivais les revues de presse. Vous avez constaté que le ministre de tutelle, Gaston Dossoui, était dans la vallée de l'Ouémé. C'est ça. Pour lancer un projet. Pour annoncer un projet, ça c'est au niveau de la maîtrise totale de l'eau, parce que ça fait partie des défis. Certainement, vous allez en revenir. Le gouvernement ambitionne d'aménager des espaces comme ça pour pouvoir permettre de cultiver les filières riz et les maraîchages. Donc, c'est le fait de l'avoir vu tantôt à la télé, ça m'a beaucoup réconforté. Je disais que j'allais vous en parler. Monsieur Eric, également, nous avons dit que nous étions en charge de l'agriculture. On voit, parce que le ministère de l'Agriculture, c'est un foyer, mais qui a comment vous dites ça dans le jargon ? Trois entités. Il y a également l'élevage, il y a la pêche. Donc la question également au niveau des autres secteurs de l'élevage et de la pêche, il y a des initiatives. Depuis presque 9 années, comme vous avez dit. Actuellement, je peux vous en citer 2. Il y a le projet de sédentarisation on en parle assez des éleveurs. Et il y a également la professionnalisation de la pêche qui sont au programme, sans rentrer trop dans les détails. Voilà. Après 9 années, priorité. Alors, est-ce que on a pris vraiment des mesures au niveau du gouvernement pour soutenir le secteur agricole, notamment les acteurs? Vous avez vos sources d'informations, nous les avons aussi, mais parfois l'information que nous avons, c'est qu'il manque beaucoup de ressources. Il manque beaucoup de ressources, c'est vrai. Monsieur Eric, vous savez, l'agriculture béninoise, l'agriculture occupe une place centrale dans l'économie béninoise. L'agriculture constitue non seulement un moteur de croissance, mais également une source de subsistance pour une grande partie de la population. De ce fait que le chef de l'État en a fait l'une de ses priorités, parce que c'est un secteur très stratégique, il en a fait l'une de ses priorités en prenant des ambitions innovatrices et des initiatives agricoles. Vous l'avez demandé tantôt, est-ce que vraiment le secteur agricole se porte bien? Oui. Les mesures, entre autres, que le chef de l'État a prises, ces mesures visent à moderniser la production ou la productivité agricole, améliorer les conditions de vie, surtout des producteurs qui sont les acteurs, et garantir, c'est surtout là le souci, garantir la résilience. La résilience face au changement climatique, face au changement économique. Donc, je suis allé de façon globale. C'est vrai que j'ai une formation en management systémique, c'est ce qui m'a été enseigné. Il faut partir du global pour aller vers le local. Donc, je peux rentrer un peu dans les détails. Le gouvernement a pris plusieurs mesures, entre autres, pour soutenir le secteur agricole. Parmi ces mesures, nous avons des subventions. Ça, c'est le mot que les parents aiment bien, mais qui, sous le régime du chef de l'État, ne transparaît pas trop. Les gens ont l'impression, oui, ça ne va pas, oui, ça chauffe, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais en réalité, il y a toujours des subventions. Et comment cela s'explique? Donc, tantôt, comme vous avez dit, pour soutenir le secteur agricole, nous avons mis en place des subventions pour l'achat d'équipements agricoles modernes. Il y a également des crédits à taux préférentiel. Pour l'achat des équipements, c'est-à-dire, on parle des tracteurs? Oui, c'est au niveau de la mécanisation, ça appelle à la mécanisation de l'agriculture béninoise. Pour réduire, par exemple, la pénibilité du travail, respecter les itinéraires techniques, garantir la qualité des produits. Je vous dis, on est en 2025 ou 2025. Déjà en 2023, il y a le taux de mécanisation des travaux du sol qui est porté à 19%, contre 8% en 2016. Ceci, M. Eric, grâce à la politique volontariste du chef de l'État, qui a
permis à un coût subventionné d'avoir plus de 5000 kits de tracteurs avec des formations pour près de 6000 tractoristes et des mécaniciens, près de 300 mécaniciens qui sont dans des centres d'application technique. Parce que j'allais poser la question, nous connaissons un peu dans nos villages nos producteurs. Ils n'ont pas souvent la maîtrise de la conduite de ces machines. Ils n'ont pas la maîtrise. Voilà, même si vous cédez une machine à la moitié prix et que l'État subventionne après pour un producteur, la Sonama, comment on s'assure de l'usage? Il y a l'encadrement qui est derrière. Je vous dis que je venais d'un arrondissement ou bien d'une commune où moi-même j'ai vu mon délégué central, puisque le chef d'arrondissement a un conseil d'arrondissement avec les chefs de village. Le délégué central, que je salue au passage, mon délégué central, a fait l'acquisition d'un tracteur. C'est vrai, les gens ont l'impression que les tracteurs c'est comme des voitures, il faut les emmener sur les rallyes. C'est tout sauf ça. Mais derrière ça, il y a quand même un encadrement technique qui vient de la Sonama. La Sonama, c'est la Société nationale de la mécanisation agricole. Non seulement on leur donne l'appareil, mais il y a un service d'appui conseil qui est là, qui les suit. Donc, ce qui va, M. Eric, ce qui se fait de bien, ce qui est bon, vous n'allez pas entendre ça. Vous avez eu l'impression que, voilà, c'est un peu le côté mal compris des réformes du chef de l'État, parce que parfois c'est mal interprété ou parfois c'est pas bien entendu et ça amène à un peu de dérapage. Mais vous faites bien de le dire, le fait de l'avoir dit, je vous ai donné des réponses factuelles et je vous ai donné du côté d'où je venais, de la commune de Kandi, dans le département de l'Alébórien, un cas pratique où après l'acquisition, quand bien même c'est à coût subventionné de ces tracteurs, il y a un service appui conseil, il y a un service de l'encadrement qui vient aider ces producteurs modernes. On va les appeler producteurs modernes. Et quand on a fini de dire ça, vous étiez sur le point de donner encore... Oui, je disais également, il y avait également des crédits à taux préférentiel, comme vous le savez. Il y a le Fonds national pour le développement agricole, qu'on appelle FNDA, on entend parler, qui est également un exemple pour apporter des crédits à taux zéro. Mais là encore, est-ce que les procédures ne sont pas lourdes pour nos parents qui sont au village, qui ont envie d'exploiter les terres? Non, les procédures ne sont pas lourdes, les procédures ne sont pas lourdes. Les garanties qu'il faut apporter. Même hier encore, j'en parlais avec mon collègue, monsieur le ministre Dossoui, que je salue au passage. Quand on ne sait pas, on ne demande pas. Quand vous savez, vous demandez. La preuve est que hier, quand on échangeait avec lui, il m'a dit qu'il y a beaucoup de demandes actuellement. Je suis allé chercher les statistiques que la FNDA déjà en 2023 a financé presque 3000 projets. Presque 3000 projets pour un montant de plus de 19 milliards. Ah oui, ça vous semble un peu bizarre. Mais quand on prend 3000 projets sur le nombre de personnes qui ont envie d'être accompagnées, est-ce que ça fait le poids? C'est justement ce que je disais. Parce qu'aujourd'hui, on parle aussi, on demande aux jeunes d'entreprendre dans l'agriculture. Absolument, c'est ce que je disais tantôt. Quand on ne sait pas, on ne réagit pas. C'est justement là où nous intervenons. J'ai également fait le management de projet, j'ai fait la gestion des projets. Pour y accéder, on ne se lève pas un beau jour, on prend ça où, on va taper toc toc, monsieur le directeur NFEDA, monsieur le conseiller, donnez l'argent. Non, il y a toute une batterie de procédures qu'il faut traverser, dont par exemple, hier encore on en parlait avec le ministre Gaston Dossoui, que je salue avec l'ensemble de ses collaborateurs, puisque avant de passer ici, je ne suis pas venu ex nihilo, quand bien même je suis ministre conseiller à l'agriculture. Je vous ai dit à l'entame qu'il y avait cet esprit de collégialité qu'il y avait entre nous. Nous sommes allés, il a réuni tout son cabinet avec des éléments de langage, avec des précisions factuelles. Et donc c'est là où, quand le sujet FNDA est tombé, je m'attendais à ce que vous réagissiez comme ça, parce que vous avez dit 3000 projets pour tout le Bénin, c'est quand même insignifiant. C'est vrai, c'est une goutte d'eau. On peut le penser. C'est une goutte d'eau. Donc, il disait, je vous le donne, pour accéder au fonds des crédits du Fonds national de développement agricole, il faut savoir rédiger des business plans, il faut avoir un plan de projet. Donc,
Également à ce niveau, quand bien même vous êtes agriculteur, vous êtes analphabète, vous êtes intellectuel, vous êtes tout ce qu'on peut penser, quand bien même vous ne pouvez pas avoir un plan d'action, un business plan, il y a des services d'appui conseil qui sont là également, qui vous, dès le début, déjà dans la tête, parce que le projet n'est pas sur papier, le projet n'est dans la tête, parce qu'on peut avoir un bon projet dans la tête et ne pas pouvoir le concevoir par écrit. Oui, j'ai fait la formation, je sais. Donc, si vous avez un projet, vous ne savez pas comment le faire, il y a des facilités, des gens qui sont là au niveau des services. Pour vous accompagner, pour vous accompagner, pour vous appuyer. Et dès que votre projet est bancable, comme on dit dans le jargon, vous allez et vous avez votre crédit pour aller exécuter le projet. Mais ça ne veut pas dire qu'on vous lâche et on vous a donné et puis vous allez... Non. Parce qu'on a eu par le passé dans l'autre régime comme ça où les gens ils s'asseyaient et dans leur salon ils imaginaient quelque chose facilement, on allait prendre des crédits, des fonds, mais c'est pour aller faire des banquets, ça devenait chaque dimanche l'argent était gaspillé. Des baptêmes, quoi. Voilà, l'argent était gaspillé. Donc au-delà de fonds national FNDA, il y a également, parmi les mesures phares du gouvernement pour soutenir l'agriculture, il y a des infrastructures de stockage et de transport de produits agricoles qui sont en construction pour réduire en fait les pertes post-récolte et faciliter l'accès au marché. Parce que nous produisons, mais nous n'avons pas souvent accès au marché. Peut-être que la question qui suit, nous allons en revenir. Également, au niveau des mesures phares pour soutenir le secteur agricole, nous avons renforcé les programmes de formation et de sensibilisation pour améliorer les compétences des agriculteurs, surtout en matière de techniques agricoles durables. Parce que, comme nous l'avons dit tantôt, il y a la résilience face au changement climatique. Il va falloir s'adapter. Voici en quelques mots. Quand bien même les actions phares du gouvernement. Alors, quand on prend toutes ces informations, vous, en tant que ministre conseiller, pensez-vous que nous avons encore des défis à relever dans le secteur? Absolument, nous avons des défis à relever. Monsieur Eric, nous avons des défis à relever. Et les défis sont multiples. Ce n'est pas tout à fait des défis au niveau du ministère. C'est l'agriculture, c'est un tout. Et les défis, il y en a. Tantôt, avant que vous ne me posiez la question, j'ai dit qu'il y avait le changement climatique. Ça c'est un défi. Actuellement, c'est un défi majeur. Défi de l'heure. C'est le défi de l'heure. Changement climatique. Nous avons le défi de la gestion et de l'irrigation. Tantôt, j'ai dit que le ministre de Soubi était dans la vallée de l'OMS. Ça, c'est déjà une des solutions. Donc, la gestion de l'irrigation et des terres. La terre n'est pas élastique. La population s'accroît et au fur et à mesure, il y a des demandes. Donc, il y a ce défi. Également, nous avons les problèmes d'accès au marché. Tantôt, j'en étais là quand vous avez posé la question. Et pour y faire face à ces défis, nous avons mis en place des politiques. Le chef de l'État, le président... Comme solution envisagée. Oui, comme solution. Faciliter l'accès au crédit. Tantôt, j'en parlais. Pour... en particulier les jeunes agriculteurs à travers leur plan de projet, s'ils en ont, et des projets visant à améliorer l'irrigation et la gestion de l'eau, comme par exemple le projet de la vallée de l'Emé. Nous encourageons aussi la diversification des cultures, parce que le produit phare, c'est le coton. Tout le monde veut faire le coton. Et on oublie les autres filières porteuses. Donc la diversification des cultures, ce qui permet de réduire un peu la vulnérabilité aux variations climatiques. Enfin, également, au niveau des défis, il y a un soutien qui est apporté aux agriculteurs, M. Eric, un soutien pour l'accès au marché. À travers la construction de magasins de stockage, j'avais dit tantôt, et surtout, la facilitation de la mise en réseau entre producteurs et acheteurs. C'est-à-dire, le chef de l'État a eu l'ingénieuse idée, tout un peu comme à l'image de l'interprofession du coton, de faire une interprofession au niveau des producteurs et des acheteurs, afin que les producteurs ne soient pas grugés, ne soient pas en mesure de rentrer dans les fonds de tout ce qu'ils investissent. Donc, il y a
ce volet-là qui est très important, que d'aucuns ne savent pas encore, mais c'est en cours, c'est en train d'arriver. Tout ce qu'il y a comme filière porteuse va être dorénavant un peu organisé à l'image de la gestion, que ce soit au niveau un peu agricole, avec les rudiments, que ce soit la gestion comptable, la gestion des ressources. Tout va être dans un cadre un peu réglementé et formel. Voilà. C'est un peu ça ce que je peux dire comme défi. Parfait. Allez, vous nous donnez un bel exemple de collaboration entre votre ministre Gaston Dossoui et vous en tant que ministre conseiller. Et justement, j'allais vous demander comment ça se passe, cette collaboration. Enfin, on peut imaginer que des rapports soient attendus, en tout cas que le ministre conseiller glisse sur le terrain du ministre ou que le ministre glisse sur le terrain du ministre conseiller. Ça peut arriver, nous sommes des hommes. Ça peut arriver, c'est vrai. Vous faites bien de le dire, mais déjà... Que le ministre craint son poste, peut-être. Non, nous ne sommes pas concurrents, nous ne sommes pas des challengers, pas du tout. En fait, vous faites bien de le dire, parce que déjà, le jour où le chef de l'État nous a reçus au palais de la présidence, en nous confiant nos différentes responsabilités, nos différents portefeuilles, avait déjà donné tout ce qu'il y avait comme rudiment, tout ce qu'il y avait comme solution afin de travailler avec les ministres sectoriels. En ce sens que le chef de l'État a toujours, lors de nos échanges, insisté sur la collégialité. Le chef de l'État voudrait que nous, les ministres conseillers, nous soyons des collègues au même titre que les ministres sectoriels, que nous devons travailler en étroite collaboration. Nous devons travailler dans un esprit d'équipe. En ce sens que, comme je le disais tantôt, la collaboration avec le ministre Gaston Dossoui est excellente. Pourquoi je le dis? Elle est même de bonne aloi. Le jour où, un mercredi, je pense c'est 12 décembre, où les noms des ministres conseillers ont été révélés, le lendemain déjà, j'étais en atelier à la mairie de Kandi en tant que chef d'arrondissement. J'ai eu l'appel du ministre Gaston Dossoui qui m'a déjà appelé, qui m'a félicité et qui souhaitait déjà, il pensait que j'étais déjà à Cotonou, qu'on échange, qu'on discute, parce que nous portons désormais la même vision pour le secteur du développement agricole. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et lorsque nous avons pris fonction, nous avons été à son cabinet. Il a réuni tout son cabinet, le directeur de cabinet, le directeur adjoint de cabinet, en tout cas tout le staff, afin de nous présenter officiellement et de dire quelles étaient nos missions. Tantôt, j'ai dit, le ministre conseiller, c'est un collaborateur. Donc, nous ne sommes pas en conflit avec, du moins, je ne veux pas parler au nom des autres, mais je sais que pour les autres et moi, c'est la même chose. Nous ne sommes pas en conflit avec nos ministres sectoriels. Donc, comme je le disais tantôt, il y a des concertations. Avant de venir ce matin à votre studio, j'ai été le voir, j'ai été lui demander certaines précisions qu'il n'a pas refusé parce qu'il a encore réuni son cabinet. Le chef de l'État l'avait dit. Si évidemment vous avez besoin de travailler, si vous avez besoin des éléments d'information, n'hésitez pas à faire appel au ministre de tutelle et ils vont pouvoir vous aider. L'autre chose, il m'a fait l'honneur, ça je le dis et je le remercie. La dernière fois, j'avais demandé des éléments de langage par rapport à des sujets. Et il se faisait que le ministre Gaston Dossoui, que je salue davantage au passage, m'a dit qu'il devait aller à l'Assemblée nationale pour répondre aux questions gouvernement, députés. Et subitement, il m'a dit, monsieur le ministre, j'aurais souhaité que vous m'accompagniez. Je dis, monsieur le ministre, c'est un peu de votre responsabilité, c'est la tutelle, c'est vous qui devez dire non. Si vous acceptez, ça me ferait plaisir. Je pèse les mots. J'ai accepté, nous sommes allés et jusqu'à ce jour, j'ai compris déjà le sens d'ouverture du ministre Gaston Dossoui qui est... En tout cas, vous avez besoin pour atteindre les résultats pour le chef de l'État. Il me facilite la tâche davantage. Il est toujours disponible.
Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai eu aussi avec lui des facilités parce que je devais retourner au conseil communal hein, à Kandi puisque j'étais chef d'arrondissement. Il y avait un ordre du jour qui devait désigner l'intérimaire du chef d'arrondissement que j'étais. C'est ça. Je suis allé le voir pour lui demander des facilités. Il m'a mis à disposition. Le jour où je l'ai dit à mes chers collègues en conseil des ministres conseillers, je peux dire, parce que nous avons un coordonnateur hein, à la personne de M. Jean-Vier que je salue au passage, qui est au Four-et-Moulin. En tout cas, il est au Four-et-Moulin, on le salue au passage. Ça se voit. Et nous prions beaucoup pour lui afin de nous conduire à la destinée. Parfait. Quelle est cette destinée? La destinée, c'est ce que le chef de l'État attend de nous et que nous ne trahirons pas sa confiance hein, dans cette mission républicaine dont nous mesurons, comme je l'ai dit à l'entame, les grandes responsabilités et la gravité. En ce sens que d'aucuns, quand on nous a nommés, d'aucuns ont dit que nous étions des apôtres du chef de l'État. Et comme tel, sur votre plateau aujourd'hui, vous confirmez? Je le confirme, nous sommes des apôtres du chef de l'État. Monsieur Sakaki Nambiogera, je vous laisse conclure cet entretien. Merci surtout beaucoup. Surtout pour les acteurs du monde agricole. Merci beaucoup, monsieur Eric. Hein. C'est un réel plaisir d'avoir été à vos côtés pour ces quelques minutes. Pour conclure, je tiens également à remercier l'ensemble des acteurs du monde agricole pour leur engagement et leur contribution à la croissance de notre économie. Nous savons que les défis existent, mais je reste confiant, nous restons confiants que grâce à la coopération entre le gouvernement, les producteurs et les parties prenantes, nous allons pouvoir surmonter ces défis et continuer à améliorer la productivité et la résilience de notre agriculture. Le gouvernement reste pleinement engagé à soutenir ce secteur stratégique pour notre développement durable et notre sécurité alimentaire. Monsieur Eric. Merci à vous, monsieur Sakakina Nambiogera, pour ces moments d'échange. Je vous souhaite une très bonne journée, monsieur le ministre conseiller. Et à très bientôt. Nous aurons d'autres occasions pour débattre d'autres sujets du secteur agricole. Merci beaucoup pour l'honneur que vous me faites à l'entame. Donc, c'est ma première visite. J'espère que nous en aurions d'autres, comme vous l'avez déjà Absolument, annoncé. absolument. Merci beaucoup et aux spectateurs qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Allez, avec dans la suite d'Actu Matin, deux autres rendez-vous avec Willem Cliquant dans sa rubrique Instant Droit, Florence Brossa qui reviendra pas ici pour Actu sur le net et puis enfin le forum de discussion avec les débatteurs. On marque une pause. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Journaliste Carlos Soké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signants, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Willem Cliquant, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous. Le 3 février dernier, 5 juristes béninois ont saisi la Cour constitutionnelle à la requête de déclarer le recours de Christian Enoch Laindé sur l'éligibilité de Patrice Talon en 2026 irrecevable. On connaît l'engagement de ces requérants et leur veille citoyenne à l'Office du juge constitutionnel sur les questions essentielles relatives aux droits humains à travers des actes réglementaires et lois qui les attaquent. Mais ce qui est tout nouveau cette fois, c'est l'objet de ce recours, la recevabilité ou non d'une autre requête formulée par un autre citoyen. C'est ce que nous allons comprendre ce matin dans votre rubrique. Justement, on va voir à quoi cela rime, quelles sont les chances d'aboutir. On a un des requérants au téléphone, il s'agit de Landry Angelo Adelacon. Au-delà, il est juriste et expert en contentieux stratégique des droits fondamentaux. Landry Angelo Adelacon, bonjour. Bonjour, cher journaliste William Kikan. Bonjour le plateau. Bonjour, chers téléspectateurs de Canal 3. Merci d'avoir décroché notre appel malgré vos multiples occupations ce matin. Déjà, on a envie de comprendre, on vous connaît un grand requérant devant la Cour constitutionnelle, vous et vos compères, pour attaquer des lois, attaquer devant l'Office du juge constitutionnel des actes réglementaires. Mais une requête d'un autre citoyen, ça c'est tout nouveau. L'inspiration vient d'où déjà? Merci bien. L'inspiration vient de ce que l'on fait d'habitude, et c'est qu'il faut être d'abord présent dans le contentieux, et il faut se souvenir que l'on est juriste, et lorsque l'on est juriste, l'on doit pouvoir être utile à la communauté, et aussi éprouver surtout les mécanismes de protection des droits humains. Et le juriste, par ailleurs, au-delà de la défense des droits humains, a quand même un autre rôle, c'est celui de provoquer les incidents. Et quand nous parlons des incidents pour le juriste, c'est-à-dire il faut provoquer des décisions parfois inédites au fin de faire évoluer la doctrine, au fin de faire évoluer la jurisprudence ou carrément faire évoluer tout simplement le droit. Donc l'inspiration n'est pas détachée de l'inspiration que nous avons de façon quotidienne quand il s'agit de dénoncer ou d'attirer l'attention de nos gouvernants sur un certain nombre d'éléments que nous estimons anticonstitutionnels ou que nous estimons en porte-à-faux avec les principes élémentaires des droits fondamentaux. Donc c'est un peu ça d'abord, mais l'autre chose, c'est que nous sommes là en présence d'une situation un peu particulière, en ce sens que la requête originale, c'est-à-dire celle de M. Enoch Christian Laindé, était une demande d'avis sur des questions constitutionnelles majeures. Or, il est établi que la demande d'avis n'est pas du ressort du citoyen ordinaire qu'il est et que nous sommes. Et donc, cela appartient à une autorité donnée, comme d'ailleurs le rappellent les textes au niveau de la Cour constitutionnelle, notamment la Constitution, la loi organique sur la Cour constitutionnelle et aussi le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle en ses articles 52 et 53. Et donc, c'était d'abord la première préoccupation. Et là, nous nous sommes dit certainement que le requérant Laindé ne s'y connaissait pas trop, ou carrément il s'y connaissait, mais il a peut-être d'autres objectifs, peut-être provoquer l'incident comme je le disais, ou carrément, et si l'on doit faire référence aux accusations qui sont portées à son égard sur la toile par l'opinion nationale, on peut considérer qu'il était en mission. Et face à une telle situation, il fallait saisir la juridiction constitutionnelle, mais aussi il fallait attirer l'attention de tout le peuple béninois et aussi l'attention de l'international sur le fait qu'un citoyen ordinaire n'a pas le droit de saisir la juridiction constitutionnelle pour une demande d'avis. Là-dessus, Landry Angelo Adelacon, là-dessus, le juge constitutionnel n'a apparemment pas bégayé dans sa jurisprudence dans le temps. Que craignez-vous toutes les fois que ce n'était pas le président de la République et que c'est un citoyen qui voulait une demande d'avis qui outrepasse alors les prérogatives que les lois et règlements lui donnent en matière de contentieux constitutionnel? La Cour n'a jamais dit autre chose. Est-ce qu'il y avait une crainte particulière ou c'est toujours le souci de créer l'incident?
Et il y a, comme je l'ai dit, le souci de créer l'incident, et il y a aussi que l'on peut considérer qu'il y a une crainte particulière, parce que tout a un début. Et lorsque l'on prend la juridiction constitutionnelle de notre pays, depuis quelques années notamment, nous sommes habitués quand même à des situations de revirement de jurisprudence les plus insolites. Et donc, pour nous, on s'est dit, vu le débat qui se fait, vu la requête qui est venue d'un monsieur qui est resté silencieux depuis 9 ans, il est resté silencieux, il n'est rentré dans l'actualité qu'à travers cette requête-là. Qu'est-ce qui a pu le motiver à sortir de son silence, de son mutisme? Et lorsque l'on sait également que la célérité avec laquelle la Cour a reçu la requête, l'a examinée et puis l'a envoyée pour rapport, peut être un élément de suspicion. Alors, connaissant, comme je le disais, notre juridiction, il fallait quand même ne pas croiser les bras. Il fallait ne pas croiser les bras, quand même nous savons que la jurisprudence de la Cour sur la question n'a jamais bégayé. Mais, vous savez, le début, c'est toujours un début, tout pouvait arriver. Et nous, en tout cas, il fallait attirer l'attention de l'opinion et nous l'avons constaté parce que la question du contentieux constitutionnel n'est pas à la portée de tout le monde, ce qui est d'ailleurs normal parce que chacun a son domaine d'intervention et chacun est bel et bien compétent dans son domaine d'intervention. Mais en le faisant, nous avons constaté que nous avons pu attirer l'attention de beaucoup de Béninois. Nombreux sont ces Béninois-là qui ne savaient pas trop que l'intéressé n'avait pas cette prérogative-là. Donc, en le faisant, beaucoup ont appris, beaucoup ont compris. Et l'autre chose également, c'est qu'en le faisant, aujourd'hui, nous avons constaté que beaucoup sont en train de saisir aussi la Cour constitutionnelle contre les requêtes formulées par d'autres citoyens. Alors que cela ne se faisait pratiquement pas, ce n'était pas évident, parce que en réalité, on vous dira, ce n'est pas possible de saisir contre la requête de quelqu'un d'autre. Mais vous savez, nous sommes dans le contentieux et quand nous sommes en droit, aucune procédure n'est inutile, il faut toujours tenter les procédures, il faut tenter le contentieux et donc aujourd'hui ça se fait. Donc voilà un peu les préoccupations qui ont motivé quand même à cette action-là que nous avons faite et aujourd'hui on peut dire le plus important c'est que la Cour ait pu confirmer sa jurisprudence en déclarant tout simplement irrecevable la requête de M. Christian Laïde et c'est tout ce que nous on demandait également. Donc et je pense que on peut dire que nous sommes quand même heureux que la Cour soit restée conforme à sa jurisprudence et conforme surtout aux tests fondamentaux qui régissent le fonctionnement de la Cour, le champ de compétences de la Cour et aussi les prérogatives des citoyens en ce qui concerne la saisine de la juridiction constitutionnelle. Et pendant que vous essayez de décrocher la Lune, est-ce que vous oubliez l'aspect selon lequel, pour le bon fonctionnement des institutions, pour ne pas porter entorse au fonctionnement des institutions et au-delà, avec toutes les prérogatives que la Cour a en matière de constitutionnalité des lois, de protection des droits fondamentaux, même dans le contentieux électoral probable ou éventuel, est-ce que vous ne voyez pas que, comme dans le cas du code électoral il y a un peu plus d'1 an, la Cour pouvait elle-même, ou peut elle-même encore opiner sur cette question d'éligibilité ou non, ou de nouvelle république, toutes ces questions qui intéressent des gens du jour au lendemain depuis quelques jours? Bien sûr, c'est une analyse parfaite que vous venez de faire parce qu'on s'est dit, tout peut arriver, tout pouvait arriver, il y avait un danger, il faut le dire, peut-être que nous sommes trop craintifs, mais à des moments donnés, quand vous savez dans quel état vous êtes, quand vous savez comment les choses se passent, il faut être craintif et c'est toujours mieux lorsqu'on est craintif et ainsi on est un peu préventif. En réalité, cela n'a pas trop de chance d'aboutir parce que le pouvoir d'autosaisine de la Cour constitutionnelle n'est pas un pouvoir non encadré. Il est encadré. Il est encadré. La Cour ne peut se saisir d'office des dossiers lorsque ces dossiers-là portent sur des questions de violation des droits fondamentaux, lorsque nous sommes en présence d'une erreur matérielle, lorsque nous sommes en présence d'une difficulté quant au fonctionnement des institutions de la République, ou particulièrement lorsque nous sommes en matière
électorale. Donc, ce sont les champs d'intervention, ce sont les domaines dans lesquels la Cour peut se prononcer d'office. En l'espèce, la requête de M. Christian Laïndé ne touche ni une question de violation des droits fondamentaux, ne relève ni une difficulté de fonctionnement des institutions de la République, ne concerne non plus une question d'erreur matérielle et en plus, nous ne sommes pas dans une difficulté électorale pour ceux qui auraient été aux élections. Donc, il n'y a pas techniquement et juridiquement une opportunité pour la Cour de s'auto-saisir de la question. Voilà, donc c'était cadenassé déjà, donc la Cour ne pouvait pas. Mais on s'est dit, on ne sait jamais, comme le disent nos parents, on ne sait jamais quand est-ce que le fou viendra au marché. Alors, il fallait anticiper, il fallait alerter, et nous ne sommes pas alarmistes, mais il fallait quand même essayer d'alerter. Donc, c'est ce qui s'est passé et démontrer, surtout, avant la requête, nous avons fait une réflexion pour montrer aux gens que techniquement et juridiquement, il n'est pas possible parce que le champ d'intervention de la Cour constitutionnelle, il est connu. Et donc, ce n'est pas possible. On ne devrait pas, a priori, on ne devrait même pas craindre, on ne devait même pas se gêner et on allait juste croiser les bras et attendre que la Cour déclare la requête irrecevable. Parce que tout est clair. Donc, vous voyez un peu, ce sont des éléments sur lesquels, mais moi je dis, au-delà, ce que nous faisons aussi, c'est une question de, je ne veux pas dire d'éducation, ce serait prétentieux de ma part, mais je dirais peut-être de sensibilisation. Pour que ceux qui ne sont pas des juristes ou ceux qui sont des juristes qui ne sont pas du domaine puissent comprendre, c'est-à-dire comment est le fonctionnement des choses, comment les choses se passent et pour quelles raisons l'on dit que telle requête doit être irrecevable ou pas, est-ce que telle ou telle. Et cela participe également, je dirais, à la sensibilisation ou à l'éducation, à la formation des étudiants pour qu'ils puissent mieux comprendre aussi, en suivant l'actualité, le fonctionnement du contentieux constitutionnel. Merci Angelo Landry-Adélacon. Je rappelle que vous êtes juriste, un des plus grands experts en matière de contentieux stratégique des droits fondamentaux. Merci de nous avoir expliqué l'incident soulevé devant le juge constitutionnel à propos de la requête de M. Christian Enoch Laïndé. Très bonne journée à vous. Merci. Eric, c'est tout pour Instant Droit de ce matin. On a parlé contentieux constitutionnel ce matin. Merci à vous, Oulem Cliquant. À la semaine prochaine, jeudi prochain, pour notre numéro d'Instant Droit. On va retrouver Florence Bossa dans sa rubrique Actu sur le net à présent. À nouveau, bonjour Florence Bossard. À nouveau, bonjour Eric. On s'intéresse aux avis des internautes sur les sujets brûlants de l'actualité. Qu'avez-vous au menu cette semaine? Oui, Eric, cette semaine, une adolescente de 16 ans s'est jetée dans un puits à Baume-et-Calavi juste parce que ses parents lui ont retiré un téléphone portable que son petit ami lui a acheté à leur insu. Par ailleurs également, le discours prononcé par l'ex-ambassadeur du Bénin près le Niger a suscité une vague d'indignation dans le rang des internautes béninois. On va suivre tout ceci à travers ce résumé. Le lundi 10 février 2025, au quartier Zoka à Baume-et-Calavi, une adolescente de 16 ans s'est jetée dans un puits de 40 mètres de profondeur environ, après que son téléphone portable lui a été saisi. Ce téléphone lui aurait été offert par un homme à l'insu de ses parents. Les secours ont réussi à la sauver, mais elle a tenté de se jeter à nouveau dans le puits pendant l'opération de sauvetage. Elle a été transportée d'urgence à l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi pour recevoir des soins. Gildas Agoncan, ambassadeur du Bénin au Niger, lors d'une cérémonie de remise de diplôme à des étudiants béninois à Gaïa, a déclaré « Je voudrais au nom de tous les Béninois, au nom des autorités du Bénin, demander pardon au peuple nigérien. Des choses se sont passées, des choses graves qui ont engendré des sacrifices, qui ont engendré des difficultés, qui ont engendré des problèmes. Ici au Niger, ici à Gaïa, nous demandons pardon. » Ces propos ont suscité une vague d'émotions sur la toile. La médiation des anciens présidents du Bénin était suffisante. Le Bénin ne peut pas trop se rabaisser jusqu'à ce point. Ne restez pas dans l'émotion. Faites un tour au port de Cotonou et à nos frontières nord
pour comprendre ce qui se passe. Par ailleurs, l'ambassadeur du Bénin près le Niger a été révoqué de ses fonctions ce mercredi 12 février 2025. L'autre actualité cette semaine est aussi celle relative au meeting du parti Les Démocrates. Ils ont dit avoir été empêchés par la police républicaine de tenir leur meeting ce dimanche alors qu'ils avaient demandé et obtenu des autorisations nécessaires à Abomey Calavi. Avant le meeting d'Abomey Calavi, ils avaient déjà été empêchés de faire leur activité aux Agégués et à Ndali. Ce énième empêchement a fait réagir les internautes. Selon le maire d'Abomey Calavi Angelo Arwandinou, les démocrates devraient réintroduire leur demande de tenue d'activité parce qu'elle posait un problème de lieu et par conséquent ne garantit pas la sécurité. Le maire a confié qu'ils sont partis mais n'ont plus repris la demande puisqu'il n'a rien reçu sur la table pour signature. D'autres internautes ont également réagi. Il faut changer certainement de stratégie maintenant. Le pays n'est pas la propriété d'aucun clan ou d'une chapelle politique. L'opposition béninoise bavarde un peu trop déjà, qu'ils défendent plutôt l'intérêt. Cette interdiction constitue une atteinte aux libertés et droits fondamentaux, notamment aux droits de réunion et d'expression garantis par notre Constitution et les instruments internationaux de droits de l'homme auxquels notre pays a souscrit. Les droits fondamentaux, notamment celui de manifester et de se réunir, d'animer la vie politique de notre pays doivent être respectés. Les démocrates ne sont pas les ennemis du gouvernement. C'est normal que dans un pays de droit, qu'il y ait opposition, mais les démocrates doivent chercher une stratégie commune, unifiée afin de combler les attentes du peuple. L'artiste Praouda, à l'état civil Éric Romain Hendeji, a été conduit dans sa dernière demeure ce 8 février 2025. Des dispositions ont été prises pour rendre un hommage mérité à cet artiste qui a marqué les esprits de son vivant à travers ses chansons notamment à Tinwe et à Domian. La communauté artistique et ses fans ne ménagent aucun effort pour rendre un hommage digne à l'artiste. Il faut souligner que l'autopsie annoncée en temps n'a plus eu lieu. Le plus important selon les familles est de faire taire les divergences pour se consacrer à l'inhumation de l'artiste. Hors du Bénin, l'artiste Sidiki Diabaté s'est fait voler les recettes de sa tournée en France et en Belgique alors qu'il était en plein concert. Les voleurs seraient allés au domicile de sa sœur où étaient les sous et sont partis avec. On parle d'environ 120 millions de francs CFA. Voilà, Eric a vu des internautes ainsi résumés. Pour ce qui concerne à présent les vidéos et images. Oui, elles abondent sur la toile. L'immersion a permis justement de sélectionner quelques-unes. Regardez. Quelle est la capitale de l'Afrique? L'Afrique n'a pas de capitale. Comment ça? Parce que l'Afrique lui-même, c'est une capitale. Hein? Non. Ex, avec qui avant de vous séparer vous avez fait palabre, se trompe et puis vous faites un dépôt de 100 000 francs. Elle vous demande de lui ramener, vous allez ramener ou pas? Je ne ramènerai jamais, même si on m'a nommé l'imam, parce que je sais lire le Coran, alors donc ma loyauté ne me permet pas de donner. C'est une manière de la frapper. Alors comme ça là, alors je garde. Vous pouvez donner, ça peut être un... Je ne le ferai jamais.
Le 14 ans, on se plaît. On fait le feu. Écoute. Bébé, pourquoi chercher le visa pour le Canada si je n'ai pas le visa de ton cœur? Oh. Écoute-moi. Bébé, pour toi, la série m'importe peu. Car ton sourire éclaire ma vie. Écoute. Je n'ai pas besoin de t'offrir une maison car tu loges déjà dans le royaume de mon cœur. C'est bon. Positivement. Non, ça c'est dit. Bon, écoute-moi. Bon, déjà un test. Bébé, pour toi, je suis prêt à sacrifier mon seul pote le plus proche pour sauver notre union. Tu vois, non? Attends, tu dis quoi? Tu es prêt à sacrifier qui? Mon pote le plus proche pour sauver notre union. Tu es prêt à me sacrifier, c'est ça? Mais ça fait quoi? Voilà. As-tu su le net, Eric? C'était l'essentiel à retenir. Merci à vous, Florence Bossa, pour ce résumé des commentaires sur les réseaux sociaux, mais aussi pour ces vidéos d'humour, n'est-ce pas, que vous avez partagé avec nous. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Très bonne journée à vous. On va installer les débatteurs à présent. Nous allons discuter de cette information, le Bénin qui enregistre une avancée significative dans la lutte contre la corruption selon le dernier rapport de Transparency International publié le 11 février 2025. Avec les débatteurs, nous parlerons des efforts entrepris par les autorités pour renforcer la transparence et leur efficacité et lutter efficacement contre la corruption. Instant forum de discussion à présent. Quels sont les motifs qui doivent marquer vos pagnes pour la dot et pourquoi? On en parle aujourd'hui dans votre magazine Chic et Pratique qui reçoit pour vous une commerçante de pagne. Alors, pour une dot réussie, on a l'habitude de dire que pas d'hibiscus, pas de mariage. Alors, regardez, ça, c'est le motif hibiscus qui symbolise l'harmonie dans le foyer, un mariage réussi et tout, voilà. Nous nous invitons dans vos cuisines aujourd'hui. Je suis à la cuisine et à une étape de la cuisson, je me rends compte qu'il y a beaucoup de sel dans le repas. Comment y remédier? On en parle avec notre invité du jour. Par exemple, à la fin, quand le riz a fini, par exemple, de préparer, vous vous rendez compte que c'est salé. Vous coupez une pomme de terre en deux, vous mettez dans la sauce. Là, ça absorbe le sel dans. Comment réussir la salsa? C'est le thème de ce numéro de votre magazine Chic et Pratique. Il faudra constater qu'il y a les mouvements qui varient en fonction des hommes et des dames. Les hommes ici, nous allons les appeler les cavaliers et les dames, les cavalières. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail ocrc@dgpr.bj. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Anissé Kalonsoké, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui.
Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social, et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui, et qui ont quand même quelque chose à faire valoir. Je vous l'annonçais justement, l'organisation internationale non gouvernementale Transparency International, comme chaque année, a publié le classement des niveaux de corruption sur le plan mondial. Et Franck-Arnaud, le Bénin qui se positionne de façon positive dans ce classement. Quelle est votre réaction? Qui ne se réjouirait pas de voir son pays occuper un rang plutôt... un bon rang en matière de classement, en termes de lutte contre la corruption. Tout le monde se réjouirait parce que cela suppose que les actes qui nous font perdre de l'argent, qui font que certains empochent de l'argent pendant que d'autres souffrent, pendant que d'autres triment pour avoir les 3 repas quotidiens, j'allais dire le seul repas quotidien, pendant que d'autres s'échinent à travailler, à labourer, à remuer la terre, d'autres se taillent la part du lion. Et donc, quand on annonce de telles nouvelles, je pense que ça va faire plaisir. Maintenant, est-ce qu'on va commencer par crier sur tous les toits pour dire que nous avons évolué d'un petit pas et qu'il faut dormir sur les lauriers? C'est plutôt pour moi une façon de vous dire, attention, vous venez de bien commencer. Ce que vous faites jusque-là, ça a commencé par produire des effets. Et le plus important, comme les gens le disent souvent, ce n'est pas d'occuper un rang honorable ou de se hisser très haut. C'est votre capacité à rester longtemps là-bas qui importe. Et c'est cela qui... pour moi, doit constituer le prochain défi en termes de classement. Sinon, il n'y a pas que le Bénin, on a cité bien d'autres pays. Et lorsqu'on est dans le cadre de cette avancée qu'on a eu à faire au Bénin, on peut se réjouir du fait que, bon, les réformes que nous prenons, les efforts que nous faisons en interne ont commencé par porter... Nous allons revisiter tout à l'heure les efforts entrepris par le Bénin pour renforcer la transparence et la lutte contre la corruption. Mais avant, William Cliquant, un positionnement renforcé. En tout cas, le rapport enseigne que le Bénin occupe désormais la 7e place en Afrique de l'Ouest, à égalité avec la Côte d'Ivoire et le Sénégal. En fait, quand on perçoit ça de cette façon, on se dit que c'est bien. Mais le Bénin a 45 points sur 100. En notation. C'est comme un élève qui n'a pas la moyenne, qui est 7e de classe. Ce n'est pas un bon élève, en fait. En fin de compte, ce n'est pas un bon élève. 45 sur 100, c'est en dessous de la moyenne. Donc, c'est un élève qui a 9 ou 8 virgules sur 20. Cet élève doit renforcer ses capacités. Cet élève n'a pas à dire à papa, je suis 7e de classe. Donc, en fait, c'est ça le constat aujourd'hui. Et de deux, il ne faut... Transparency International, c'est l'indice de perception. Et les droits de l'hommistes, des Bontins vous diront que c'est de plus en plus décrié, cette façon de mesurer la corruption seulement à l'indice. Qu'on doit évaluer la corruption de façon holistique. L'indice de perception est un des éléments de mesure de la corruption en général. La corruption, ce n'est pas que la perception. Vous voyez, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de politique nationale d'évaluation nous-mêmes. Il ne faut que les chiffres de transparence internationale. Et moi, je me désole que Jacques Migrant prenne un communiqué pour dire que ce que le Bénin n'a pas pu évaluer, qu'une ONG a évalué avec ses chiffres et ses statistiques, que ça c'est suffisant pour se réjouir, on dort sur ses lauriers. Mais pourtant, quand l'indice nous déclasse cela de façon négative, on prend ça comme un exemple, comme un élément d'appréciation. Ce n'est pas que l'indice de perception de la corruption. Les rapports des organismes internationaux, notamment les ONG indépendantes, lorsque ça nous accable, nos gouvernants trouvent que ce n'est pas très crédible. Les critiques des gouvernants opposants, société civile
Et activistes trouvent que c'est des éléments sur lesquels il faut tabler fort. Chacun l'utilise à sa guise. Transparency International dira l'année prochaine que nous avons dégringolé, que nous n'avons pas de bonne perception, que vous verrez que nos gouvernements n'y accorderont pas du prix. Même le Haut Commissariat, le HCPC, ne vous donnera pas d'interview à propos. Mais au même moment, vous verrez des activistes, vous verrez des militants des droits de l'homme, vous verrez des opposants politiques récupérer cela. C'est pareil, quand ça sort pour nous. Bon, vous savez, si on prêche pas pour nous, personne ne prêchera pour notre paroisse. Quand le rapport de Reporters sans frontières tombe, j'ai vu des journalistes héros de ce métier aujourd'hui qui sont dans les arcades du pouvoir, qui ont trouvé que Reporters sans frontières était peu crédible, alors que eux, ils faisaient partie de ceux que Reporters sans frontières interviewait tous les ans pour sortir des rapports il y a quelques années ici au pays, quand ils n'étaient pas encore dans les arcanes du pouvoir. Donc attention à ce jeu de ping-pong que les gens jouent derrière les rapports internationaux. Moi, je ne suis pas de cette presse qui a la facilité de mettre à la manchette le Bénin vient d'être classé, tel ministre vient d'être classé. Nos problèmes sont dans nos poches, sont dans nos garde-robes, nos problèmes sont dans nos paniers, sont dans nos commerces. Indice de perception de la corruption pour moi. Parce que la perception de la corruption aujourd'hui va se mesurer à quoi? À la répression, au mécanisme, à l'institution nationale de lutte contre la corruption qui est mise en place. Mais un pays dans lequel les plus hautes autorités ne déclarent pas leur patrimoine, il n'y a aucun mécanisme contraignant pour les y amener. Franck et moi avons interviewé ici, avons reçu Suzanne Franche, le secrétaire général du HCPC. Quand vous écoutez le discours, il est très administratif, il ne vous dit pas la réalité. Au moins même, sous Jean-Baptiste Elias, l'autorité nationale de lutte contre la corruption, avec des coulées franches de certains points de vue vis-à-vis de la chambre administrative de la Cour suprême. Aujourd'hui, je dis administrative, la chambre des comptes de la Cour suprême. Aujourd'hui, nous avons une Cour des comptes, mais on n'a pas une très grande idée de ce qu'on fait de nos comptes et les méthodes aujourd'hui des ODD par rapport à la lutte contre la corruption vous diront que lutter contre la corruption ou la prévenir aujourd'hui, c'est éliminer les éléments susceptibles de créer le lit à un cadre, de faire les circonstances. Nous allons évoquer ces aspects à la corruption. Franck Arnon, pour le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, c'est une avancée et qui est donc attribuée aux mesures rigoureuses mises en place sur l'impulsion du gouvernement de Patrice Talon. Vous le pensez aussi? Jacques Migrant est tout simplement chanceux. Il communique. Parce qu'effectivement et réellement, ils sont entrés en activité il n'y a pas longtemps. Et donc, ce rapport qui est arrivé et qui met le Bénin à cette place-là, ils vont l'utiliser à leur compte. Je pense que c'est une combinaison des efforts qui ont été consentis depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière. Pour moi, c'est important de le dire. Mais qu'est-ce que vous attendez d'autre d'une structure qui a été mise en place pour prévenir la corruption? Elle ne peut que s'en réjouir et prendre cela pour son compte et l'utiliser à fond. Alors, mais là, on ne sera pas, comme l'a dit tout à l'heure William, là, on ne sera pas du tout d'accord avec un HCPC. C'est que l'année prochaine ou les années à venir, qu'on publie un rapport, par exemple, qui ne place pas le Bénin en bonne position et qu'on sorte pour nous donner encore, nous faire des démonstrations. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nous avons vraiment des mécanismes de lutte contre la corruption qui ont sans doute porté le fruit? Oui. Vous voyez les efforts qui ont été faits, pas seulement le gouvernement, il y a également des acteurs de la société civile qui s'y mettent, qui font beaucoup d'actions, même si c'est avec les moyens de bord et que cela ne transparaît pas toujours, cela n'a pas la visibilité qu'il faut. Tout le monde s'y met. Et ces dernières années, j'ai remarqué qu'on a renforcé quand même l'arsenal juridique autour de la lutte contre la corruption. On a également mis en place le cadre institutionnel. Donc tout cela concourt également, et les discours également des gouvernants, des dirigeants, du chef de l'État, de tous ceux qui sont dans le système aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça n'a pas porté, puisque ce sur quoi nous tablons, c'est ce rapport de Transparency International. Mais en interne, il faut se poser des questions. Est-ce que les comportements ont véritablement changé? Parce qu'on aurait pu avoir beaucoup plus de points que les 45 que nous avons, sur 100 que nous avons aujourd'hui. On peut également progresser avec, surtout au niveau judiciaire, disons la fermeté. Vous voyez quand vous vous rendez à la Criette, le jeune Adonwano ou Adoweno, qui a écopé de 30 ans, quand vous écoutez cela et que vous savez que c'est à cause
c'est parce qu'il a laissé traîner ses doigts sur les fonds publics, qu'il est allé là-bas pour passer 30 ans de sa vie, ça fait un tic dans la tête. Et donc, quand vous voyez tout ça, on se dit attention, il y a une nouvelle énergie qui est débauchée dans la lutte contre la corruption et qu'il faut faire très attention lorsque vous vous adonnez à de telles pratiques. Je pense que c'est une avancée, mais ça ne doit pas être, disons, un motif de satisfaction, d'autosatisfaction au point de baisser la garde et de regresser les années à venir. Il faut aller plus loin et cela doit commencer par d'autres stratégies que nous avons utilisées jusque-là. J'ai vu le Haut Commissariat avec toute son équipe qui organise des séances dans les collèges, qui font des randonnées dans les établissements pour écouter, pour échanger avec les jeunes. C'est peut-être une nouvelle génération qui fermeront les yeux sur les ressources de l'État. Oui, j'espère que ça va porter des fruits parce que des générations qui voient les aînés qu'ils imitent, qui se mettent plein les poches et qui se pavanent pour montrer que c'est eux, j'ai bien peur que la stratégie doit être peut-être revue, que cette stratégie doit être accompagnée de l'implication même de ceux-là qui sont là et qu'on considère qu'ils constituent la classe la plus pourrie. Il va falloir trouver le juste milieu pour plus de résultats. L'Américain, des efforts, il y en a eu pour la lutte contre la corruption? Oui, il y a une répression folle. Il y a une répression rouleau compresseur qui broie tout le monde. Pas tout le monde, seulement ceux qui prennent le risque. Justement, ceux qui sont coupables. Vous voyez, la criette est très prolifique en matière de sentences. Ça tape et très fort. Même sur de petits agents de l'État. Hein. Des gens ont perdu toute leur vie pour enrichissement illicite, pour un rien. Donc, quand on tape si fort, je ne sais pas quelle catégorie de personnes reçoit les coups, ou reçoivent les coups, si vous voulez, mais je sais quand même que des gens reçoivent les coups. Est-ce que c'est ceux qui doivent être le plus inquiétés qui reçoivent les coups ou pas? Je ne sais pas. Parlant de corruption, mais des gens quand même reçoivent les coups. Par contre, on ne devrait pas se contenter de ça. Vous avez évoqué la promotion de la transparence budgétaire, par exemple. Oui, il y a eu des avancées. Sur les questions des avancées, je vais encore apporter quelques éléments. Il y a eu le HCPC qui a finalement été mis en branle, même si cela n'a pas la force d'une autorité nationale de lutte contre la corruption, comme on l'avait connu par le passé. Des mécanismes comme cela, il y en a eu. Il y a eu de nouvelles lois et tout. Après cela, je pense que ce sont les efforts qui sont faits. Sinon, dans le fond, des questions demeurent, comme la transparence budgétaire dont vous avez parlé. Nos parlements ont toujours voté les lois de règlement pour dire oui, le budget est exécuté, c'est bon, c'est fini. Mais qu'est-ce qu'on en fait de concret, de réel? Personne n'a les armes. Sinon, les quelques armes qui sont à notre disposition, on ne va pas à leur utilisation concrète et totale. Quand vous parlez de transparence, j'ai envie de m'intéresser à la Cour des comptes. Depuis qu'elle est créée de façon dans le débat public, qu'est-ce que vous voyez qu'elle apporte? Alors que c'est pour des questions de crédibilité de gestion des deniers publics, par exemple, que cette Cour existe. Le rapport annuel, quand vous allez sur le site de la Cour des comptes, je ne sais pas de quelle année date le dernier rapport qui a été publié sur nos comptes publics. Vous savez, il y a eu des affaires pour lesquelles on aurait voulu mieux comprendre. Surtout à l'énoncé des montants. Absolument. Les fonds Covid. On a fait quelques conférences de presse après le rapport qui est venu sur le site du ministère des Finances, qui a disparu, un autre rapport revenu et tout. Qui a cherché à comprendre? Et aujourd'hui, même la société civile, les gens n'ont plus tous les moyens, les mécanismes juridiques pour aller creuser sur ces histoires. Le leasing dans l'administration publique, ça a coûté les yeux à ce pays. Ça a enrichi certains au détriment des deniers publics. Personne n'a le courage d'en parler. Aucun journaliste ne peut enquêter là-dessus. Personne n'a les armes pour le faire. Et rassurez-vous, il n'y a pas de mécanisme institutionnel qui puisse mettre en branle ces questions. Et quand je dis ça, c'est vraiment émietté. C'est épaisse ce que je raconte. Il y en a tellement et dans tous les domaines. Quand on est dans ça et que les jeunes, les plus vertueux, les mieux diplômés n'ont que mobile money au bord de la voie à faire, et que ceux qui achètent les plus grosses marques de véhicules dans le pays ne sont pas ce sont plutôt ceux qui sont investis
de fonctions, ceux qui sont titulaires et qui doivent redistribuer la richesse nationale du point de vue de leur position. Quand on est dans ça, dire qu'on lutte contre la corruption en faisant des balades à l'école, dans les universités, franchement pour moi c'est tout sauf toucher la réalité, crever l'abcès. Un pays dans lequel vous ne connaissez pas les salaires des ministres, un pays dans lequel le salaire des préfets c'est un secret de polichinelle, tout le monde parle du montant dans la rue, mais institutionnellement vous ne voyez ça nulle part. Un pays dans lequel vous voyez le train de vie de ceux qui sont aux plus hautes fonctions, vous avez l'impression qu'ils sont sur Jupiter ou Mars, et vous êtes sur Terre ou sous Terre. Mais après, quand c'est comme ça, il faut bien sensibiliser. Oui, mais quand on a des défis comme ça, on ne va pas dans les écoles. Parce que, vous savez, moi j'ai toujours dit, j'ai l'impression de comparer, d'être un peu pessimiste sur ce point de vue, parce que la génération qui a fait l'école nouvelle de Mathieu Kérékou, où on enseignait le mieux les vertus, où on enseignait le patriotisme, le civisme, c'est cette génération qui cadre sous Kérékou 2, faisait faire à la manchette des quotidiens tous les matins des scandales à SBE, dans quelle agence de l'État encore je ne sais, ou dans quelle structure de l'État. Ce sont eux qui ont, à la fin du mandat de Kérékou, ont créé les meilleurs scandales, BIBE, tout ce que vous voulez. Donc, je me dis, ce n'est pas suffisant d'éduquer les gens, parce que, quelle que soit l'éducation que l'homme a reçue, on est libre à un moment donné d'agir d'une façon ou d'une autre quand on est investi d'une fonction publique. Et les ODD disent aujourd'hui, ne laissez plus la question de la corruption sur la conscience des cadres, ou sur le bon vouloir, le bon sens. Descartes dira que c'est la chose la mieux partagée, certes, mais ne mettez pas ça sur le bon sens des cadres. Il faut éliminer les facteurs. Depuis qu'on a dématérialisé le passeport, je ne sais plus combien d'actes de corruption peuvent se passer autour du passeport à l'échelle où cela se passait. Je ne dis pas que tout a été éliminé, mais la dématérialisation, c'est une... Voilà, quand je citais les choses qui ont été faites, voilà une chose qu'il faut citer. La dématérialisation a permis d'éliminer beaucoup d'éléments de corruption. Donc, ce sont ces actes concrets qui éliminent les circonstances potentielles de création de la corruption qu'il faut privilégier et éduquer les gens à leurs droits. Quand vous faites croire aux gens que parce qu'un État a construit des routes, c'est comme si le chef de l'État avait donné des libéralités aux gens, alors que le suffrage universel l'a recruté pour gérer les deniers publics à l'effet d'octroyer où besoin se sent des infrastructures, vous n'avez pas... Quand les gens vont remercier le chef d'État dans les discours pour les infrastructures, voilà des choses qui font lever. Malgré ces progrès, les défis restent nombreux, en tout cas, pour pérenniser cette dynamique, justement. Comment on fait pour atteindre encore un niveau plus élevé dans les années à venir? La voie, elle est toute tracée et les défis ont été énumérés tout à l'heure dans la discussion par William. Vous avez vu, lorsque vous prenez la façon dont nous luttons contre la corruption aujourd'hui, il y a beaucoup de sanctions, il y a beaucoup de sensibilisation, mais le mal persiste. Ça veut dire qu'il faut aller rechercher, et disons, d'autres ressources pour lutter contre le mal. Je pense que c'est bien sensibilisé par l'exemple. Oui, par l'exemple, par l'exemple, en voyant ceux qui sont dans l'opérationnel, ceux qui sont dans le feu de l'action, en les voyant faire. Mais lorsque vous voyez qu'il y a un déphasage entre le discours que l'on tient et ce que l'on fait dans les pratiques, les comportements que nous avons, il y a un déphasage, ça pose un problème dans la tête des populations. Parce qu'après tout, ceux qui travaillent véritablement, ce n'est pas ceux-là forcément qui se retrouvent dans les bureaux climatisés, qui sont dans les avions qui partent et qui reviennent, qui sont dans les missions à n'en point fini, qui empochent des millions, que vous voyez, ils vivent dans le même quartier que vous sentez l'odeur des repas que l'on prépare dans leur, malgré la hauteur. Pourquoi vous jouez les chiens renifleurs dans votre quartier? Oui, vous ne pouvez pas vous en empêcher, malgré la hauteur de leur clôture. Il faut changer de ça. Il y a l'odeur qui s'échappe et qui vient pendant que vous trimez, vous cherchez encore à voir qu'est-ce qu'il faut raccommoder rapidement pour se donner un repas par jour. Ça pose un problème. Nous avons des réformes législatives, institutionnelles, nous faisons de la formation, nous sensibilisons, nous condamnons 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Oui, ce qu'il faut faire, ce n'est pas, et c'est là la mission du HCPC, voilà, j'y arrive, le Haut Commissaire à la prévention de la corruption.
c'est là toute la complexité de sa mission. Si on pense qu'on va tenir des discours administratifs à longueur de journée et qu'on va passer sur les chaînes de télévision, aller dans les collèges simplement, venir s'asseoir et penser qu'on aura des résultats, je pense que ça va être mal voir la complexité de cette lutte-là. Je pense qu'on doit associer tout le monde. Et associer tout le monde, c'est déjà commencer par travailler nos comportements au niveau de l'administration, au niveau des autorités, au niveau de ceux qui sont porteurs de responsabilités, parce que quand vous les voyez, on a l'impression que c'est d'abord leur poche, avant même les missions républicaines qui sont les leurs. Ça pose un problème dans notre pays. Et savoir que la lutte contre la corruption est une lutte de longue haleine. Allez, William, avant de vous soumettre à la dernière question, je reçois un message. Il faut aussi consulter le phare pour la lutte contre la corruption. C'est une proposition. Allez, William Cliquant. Ce téléspectateur n'est pas... Bon, vous savez, il ne faut plus porter Agbada avec beaucoup de couvre-chefs et auréolés de tout pour venir parler à des gens qui n'ont pas mangé de toute leur journée de corruption. On ne veut plus de ça. Ça n'a aucun effet sur personne. Les gens vivent une vie de pacha, ils roulent. Je n'ai pas envie de citer des marques de voitures. Mais c'est lié aux avantages de leur métier, c'est pas forcément la corruption. Quel métier fait rouler je sais pas, je n'ai pas envie de faire de la publicité. Mais l'État met à votre disposition une voiture, oui, des primes. À part les voitures de l'État, vous les voyez dans les voitures personnelles. On n'a pas besoin d'être corrompu. Non, vous les voyez dans des voitures personnelles qui valent ce que ça vaut. Et quand vous êtes dans ça, ne dites pas aux gens d'être vertueux avec, je ne sais pas, c'est comme le directeur général qui fait revoir les états financiers, sinon les bilans financiers de son entreprise et qui demande à son comptable d'être intègre vis-à-vis des fonds de la maison. Il ne faut pas que l'hôpital se moque de la charité. J'ai l'impression que dans la lutte contre la corruption, ce sont les prêtres, bon, j'ai pas envie de dire prêtres, mais ce sont les gens d'une certaine religion qui doivent montrer l'exemple, qui disent faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Et quand c'est comme ça, quelqu'un dira qu'on enseigne ce qu'on connaît, mais on transmet ce qu'on est. Allez, je reçois encore notre message. Il est important de rester vigilant et de poursuivre les efforts pour consolider ces acquis, renforcer davantage la transparence et la redevabilité, surtout dans la gestion des affaires publiques. Merci à vous, William Cliquant. Merci à vous, Franck Aounou. C'est la fin d'Actu Matin de ce jeudi. Après nous, ça va être la revue de presse à 13h, le journal à 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt. Bienvenue à votre émission, ce qu'il fallait démontrer. Anissé Kalosokè, bonsoir. Bonsoir Tanguy. Quand l'opposition prend note et fait ses appréciations, on trouve qu'elle peint tout en noir. C'est l'esprit avec lequel nous avons tous abordé le renouveau démocratique qui donne à penser que le rôle des uns est de blanchir et celui des autres de noircir. Le chef de l'État qui a justement désigné les signés, vous aviez jeté un coup d'œil sur la liste? Quand on prend la liste, il y a 3 qui sont désignés par les différents corps. Il y a 4 qui sont désignés par l'Assemblée nationale et 2 qui sont désignés par le chef de l'État. Les 4 désignés par l'Assemblée nationale, les 2 qui sont désignés par le chef de l'État sont presque systématiquement des hommes politiques. Oui. Et on n'avait pas ça par le passé. Donc, on a politisé outrancièrement le Conseil économique et social et je pense que ça a été une occasion pour caser beaucoup de personnes qui étaient tombées un peu parfois en disgrâce, parfois dans l'oubli, parfois dans l'ennui et qui ont quand même quelque chose à faire valoir.